Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Valentin Fayol et j'ai eu la chance et le plaisir de terminer vice-major de l'ECN 2015. Et aujourd'hui, je voulais corriger ces épreuves avec vous, tout en essayant de vous donner les clés de la réussite et les petites astuces pour permettre d'avancer et de se sortir de questions parfois très difficiles, comme on a pu avoir. Vous le verrez, notamment au dossier 7. Donc je vous propose tout de suite de commencer par le dossier numéro 1, un dossier assez classique, mais très long, perturbant de commencer des épreuves par un dossier aussi long. Donc une patiente de 79 ans qui vient pour une histoire de chute. D'emblée, on vous dit, elle vit seule. Qu'est-ce que cela doit vous faire penser ? Tout de suite, elle vit seule, elle ne pourra pas rentrer chez elle. On devra certainement la garder. Et un peu plus tard, il se posera aussi la question du retour à domicile, des aides, etc. Tout de suite à garder dans un coin de la tête. On vous dit qu'elle a été éblouie. À noter, il faudra corriger son trouble ophtalmologique et percuter une table basse. De même, il faudra enlever la table basse. Voilà, elle présente des douleurs. Dans ses antécédents, une fracture du col chez sa mère à 85 ans. Tout de suite, un réflexe, ostéoporose, ostéodensitométrie, indication systématique selon la HAS. Un cancer du côlon chez le père. Alors là, méfiance, patiente âgée, antécédent de cancer. Toujours y penser aussi. Et une spondylarthropathie chez son frère. Aucun rapport, patiente très âgée, aucun antécédent à ce niveau-là. Élément pour vous perturber. Voilà, elle a aussi subi une hystérectomie avec ovariectomie à 39 ans. Ovariectomie à 39 ans, ce qui veut dire ménopause prématurée, qui je vous le rappelle est avant 40 ans. La ménopause prématurée, donc, traitement hormonal substitutif et de même deuxième facteur d'ostéoporose. Donc, vous voyez, dès l'énoncé, on sent ce que l'auteur du dossier a voulu nous dire. Ostéoporose, gériatrie, femme âgée isolée. On prend tout de suite la question 1, donc qui vous demande quelles sont les deux principales anomalies radiologiques osseuses visibles sur ce cliché. Donc le cliché derrière moi que vous pouvez voir. Donc une radio, comme habituellement malheureusement à l'ECN, d'assez mauvaise qualité. Espérons que cela s'améliore avec les IECN. Ou bien sûr, on s'intéresse à la région rachidienne, d'où la patiente tire ses douleurs. Et tout de suite, ce qui doit vous sauter aux yeux, c'est cette lésion de la vertèbre ici L4. On peut repérer ici le promontoire, donc qui correspond à la vertèbre S1. Juste au-dessus, L5 et ici L4. Donc cette vertèbre est tassée. Tassement, fracture vertébrale, concordant parfaitement avec l'histoire de chute de la patiente, mais vous doutez que l'auteur du dossier veut que vous alliez plus loin, que vous mouillez un petit peu. Donc là, je pense qu'il est très judicieux de parler de tassement d'allure bénigne. Pourquoi ? Vous voyez, ici, aucun signe d'ostéolyse. La corticale est parfaitement respectée des deux côtés, avec ce qu'on appelle un petit liseré d'ostéocondensation sous-chondrale, assez typique d'une lésion bénigne. Et, chose très importante, le mur postérieur, ici, est respecté. Voilà, tous ces signes sont en faveur de bénignité. De plus, la fracture se situe en dessous de l'étage T5. Tout cela est très rassurant. Je vous rappelle, patiente antécédent de cancer, là, c'est déjà assez rassurant. On vous demande ensuite une deuxième anomalie osseuse. Vous pouvez constater sur le cliché que chaque vertèbre apparaît de façon assez claire, une hyperclarté des corps vertébraux. Là aussi, je vous le rappelle, dans l'énoncé, on a tout de suite repéré chez cette patiente des facteurs de risque d'ostéoporose. Et donc, je pense que l'auteur de ce dossier voulait que vous parliez d'ostéoporose. Hyperclarté qui signe une déminéralisation osseuse rachidienne diffuse. Dernier petit point, comme vous le savez, cette question était en fait assez difficile. Pourquoi ? Vous n'aviez que 2 choix de réponse. Et bien sûr, il y avait plus d'anomalies sur ce cliché. Quelles sont les autres anomalies ? On repère ici une arthrose rachidienne postérieure avec condensation au niveau des articulations postérieures et qui explique aussi ce qu'on appelle ici un pseudo-spondylolisthésis, donc une avancée de cette vertèbre ici en avant qui est simplement due à l'arthrose. Pourquoi je n'ai pas sélectionné cette réponse ? Les auteurs parlent d'anomalie osseuse. Et l'arthrose est une maladie articulaire. On enchaîne donc avec la question numéro 2.
Compte tenu de l'image observée sur ce cliché radiologique, quels sont les symptômes neurologiques à rechercher en priorité à l'interrogatoire? Nous sommes au niveau du rachis lombaire, vertèbre L4, je le rappelle. Un réflexe, la queue de cheval. Tout de suite y penser, le mot-clé, probablement mise 0 si vous l'avez oublié. Et surtout pas moelle épinière, autre mise 0. Confondre la queue de cheval et la moelle épinière en 6e année est une erreur qui sera très lourdement sanctionnée. Et c'est ce point, à mon avis, qui était attendu de l'auteur du dossier. Donc, maintenant, énumérons tout simplement les signes d'une atteinte de la queue de cheval. En premier, bien sûr, recherchez les troubles vésico-sphinctériens, qui peuvent être multiples, variables, incontinence urinaire, incontinence anale, insensibilité au passage des urines, hypoesthésie en selle, douleur périnéale. On retrouve aussi, bien sûr, les signes sensitifs. Donc, comme vous le savez, en fait, la queue de cheval correspond à une atteinte de l'ensemble ou d'une partie des racines lombaires et sacrées. Donc, l'atteinte peut être soit unilatérale, bilatérale, asymétrique. On peut dire qu'il n'y a en fait pas une seule atteinte et syndrome de la queue de cheval, mais plusieurs syndromes de la queue de cheval, qui peuvent être plus ou moins typiques ou atypiques. Et donc, les signes sensitifs à type de douleur, comme on pourrait rencontrer dans une lombosciatique L5, S1. Et enfin, les signes moteurs. Donc, la patiente qui vous décrira une faiblesse, des difficultés à marcher. Ces signes moteurs sont relativement tardifs et vraiment, à m'en retenir, troubles vésico-sphinctériens et atteinte de la queue de cheval. Voilà, question de sémiologie assez simple. Question numéro 3. Quelle prise en charge proposez-vous pour cet accident aigu? Donc, je vous le rappelle, patiente, 79 ans, fracture de L4, probable ostéoporose. Qu'allons-nous faire? Cette patiente vit seule. Premier mot, hospitalisation, comme je vous l'avais dit. Arrivé à la question 3. Pourquoi? Isolement social, polypathologie. Ensuite, dans le dossier, on nous révèle que la patiente souffre énormément. EVA à 7, malgré la prise de paracétamol. C'est aujourd'hui, dans les services d'urgence, et nulle part ailleurs, et un peu partout, une priorité pour le médecin de traiter la douleur. Et ici, je pense que c'est la première chose qui devait arriver. Prise en charge de la douleur. Le paracétamol ne suffit pas, on passe au palier 2 ou 3. Palier 2, tramadol, mais qui est assez confusiogène chez le sujet âgé. Je pense donc qu'on pouvait citer le tramadol, mais le plus intéressant était de passer directement à la morphine. Morphine, sujet âgé, donc à demi-dose, en titration. On peut proposer par exemple 10 mg matin et soir avec des interdoses à 5 mg. Voilà. Ensuite, donc, on a opté pour le premier traitement symptomatique de la douleur. Nous avons prescrit de la morphine. Un réflexe, une nouvelle fois. Qui dit morphine, dit laxatif et antiémétique. C'est une patiente âgée. Si vous lui mettez de la morphine, elle constituera probablement un fécalome, elle deviendra confuse et on rentrera dans une cascade gériatrique à nouveau. Donc, erreur grave à ne pas oublier. C'est pourquoi elle est aussi sanctionnée dans ma correction par un 0. Mesure générale. Vous imaginez donc cette patiente avec des raideurs rachidiennes, sa fracture. La mise en place d'un corset peut aider à immobiliser partiellement la colonne vertébrale et permettre ainsi un effet antalgique qui peut être aussi intéressant. On peut proposer, de façon un petit peu plus anecdotique, une cimentoplastie, c'est-à-dire une injection à l'intérieur du corps vertébral d'un composé chimique qui vise à rétablir la hauteur vertébrale et la dureté de la vertèbre et qui a un effet antalgique intéressant, possiblement coté aussi le jour de l'ECN. Voilà. La kinésithérapie, la patiente risque d'être un petit peu difficilement mobilisable au début du fait de sa douleur, donc kinésithérapie pour la maintenir en mouvement. Et pour finir, la surveillance. Nous avons traité la douleur et donc tout simplement surveillons la douleur, examen régulier de l'EVA. Nous l'avons placé sous morphine, donc mesure de la sédation, la fréquence respiratoire, l'orientation spatio-temporelle. Et enfin, la prise alimentaire de bon ton devant un dossier de gériatrie. Vous voyez, la surveillance très simple, vous reprenez
les pathologies, les signes que présentait la patiente, vous les surveillez, et vous surveillez les traitements que vous avez aussi introduits. Ensuite, question numéro 4. Quelle affection ophtalmologique a pu concourir à la chute de la patiente justifiée? Comme nous l'avions remarqué dans l'énoncé, la patiente se disait éblouie, présentait une baisse d'acuité visuelle chronique, progressive, et l'ensemble des éléments nous font nous orienter en première intention vers une cataracte. On peut préciser sénile, 79 ans, pas de signe en faveur d'une cause secondaire, bilatérale, et probablement de forme nucléaire. Pourquoi? Le terrain, patiente âgée. Ensuite, l'argument de fréquence devant une baisse d'acuité visuelle progressive chez le sujet âgé. Les signes cliniques, la patiente se dit éblouie. Enfin, une chose assez importante à préciser, la patiente ne présente pas de signes qui nous orienteraient vers une cause grave, notamment la DMLA. DMLA, qui, je vous le rappelle, deuxième cause de baisse d'acuité visuelle chronique chez le sujet âgé. Je pense que c'était de bon ton de l'évoquer, de voir que vous aviez pensé à ça, et donc de mettre les signes négatifs. Respect de la vision de près, absence de syndrome maculaire. Qu'est-ce que le syndrome maculaire? C'est tout simplement l'apparition de scotomes, de métamorphopsies, qui peuvent être notamment recherchées, comme vous le savez, par la grille d'Amsler. Tu as évoqué la cataracte et la DMLA. Peux-tu me rappeler les autres causes de baisse d'acuité visuelle chronique et comment s'y retrouver entre celles-ci? Oui, donc en effet, la cataracte et la DMLA sont les deux causes les plus fréquentes, donc à savoir évoquer systématiquement. Néanmoins, comme vous le savez, il y a de très nombreuses causes de baisse d'acuité visuelle chronique. Comment s'y retrouver? Avec un raisonnement très précis. Première étape, y a-t-il un trouble de la réfraction? Très simple. En cas de trouble de la réfraction, prescription d'une correction, une paire de lunettes, et c'est bon. Deuxième étape, en cas d'absence de trouble de la réfraction, ou si, suite à la correction du trouble de la réfraction, il reste une anomalie visuelle, y a-t-il une anomalie de transparence des milieux oculaires? Qu'est-ce que cela veut dire? Avec la lampe à fente, on va examiner successivement la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin, le vitré, et rechercher des éléments qui constitueraient des opacités, T cornéenne, cataracte, hyalite. La lampe à fente montre un examen normal. Dernière étape, le fond d'œil. Le fond d'œil va nous renseigner sur une éventuelle atteinte maculaire ou une atteinte parfois du nerf optique. Atteinte maculaire, DMLA, trou maculaire, membrane maculaire. Ces pathologies peuvent sembler à la limite du programme. Atteinte du nerf optique, glaucome, donc excavation du nerf optique. Voilà. Si vous retenez ce raisonnement, vous serez à même de vous orienter devant une baisse d'acuité chronique chez le sujet âgé. On enchaîne tout de suite. Question 5. La question 5 nous donne un ensemble de données. En effet, on évoquait une ostéoporose, et donc, comme vous le savez, il faut effectuer un petit bilan pour éliminer les causes un peu plus méchantes et secondaires. Et on vous demande quels sont les facteurs favorisants de l'ostéoporose. Question relativement simple, de cours, tout simplement. Tout d'abord, notons l'âge de la patiente, premier facteur de risque, et son sexe, tout simplement. Ensuite, l'origine caucasienne est aussi un facteur de risque d'ostéoporose. Nous avions retrouvé dans l'énoncé un antécédent familial au premier degré de fracture du col du fémur. Je vous le rappelle, qui est une indication à lui seul d'ostéodensitométrie chez la femme à la ménopause. Ensuite, des facteurs un peu plus compliqués ou devant être recherchés avec plus de réflexion, la dénutrition. Le poids de la patiente est en effet assez faible. On note un IMC à 18,42, donc qui la place dans une dénutrition qui n'est pas sévère, mais une dénutrition tout de même. Un très faible apport en calcium. On vous dit dans l'énoncé que la patiente ne prend seulement qu'un produit laitier par jour. Et aussi des faibles apports en vitamine D, avec un taux de vitamine D effondré, et probablement, du fait de l'âge, une vie, on va dire, recluse à l'intérieur, donc peu d'exposition solaire, peu de transformation de la vitamine D. Tableau très classique chez le sujet âgé, institutionnalisé, avec un taux très faible en vitamine D. Donc cela accroît la fragilité osseuse. Dernier point,
celui que vous risquiez sûrement d'oublier, nous en avions parlé aussi, la patiente a eu une ovariectomie. Qui dit ovariectomie dit insuffisance ovarienne prématurée puisqu'elle a subi cette opération à l'âge de 39 ans. Et donc, dernier facteur de risque pour cette question. Je vous le rappelle, il ne faut pas étaler tout votre cours dans de telles questions et seulement contextualiser aux propres données de la patiente. Si vous faites un listing, vous allez énerver votre correcteur, ce qui est très mauvais pour la suite du dossier. Donc, continuons. Question 6, dans la continuité de la question 5, sur l'ostéoporose. Quel traitement médicamenteux pour cette fragilité osseuse proposez-vous pour le long terme chez cette patiente et bien sûr justifié? Donc, quel est le but dans une question de traitement? Quand vous êtes parfois un petit peu perdu, je pense que l'essentiel est de se demander quel est le but du traitement, que voulons-nous faire? Je vous le rappelle, la fracture vertébrale est une fracture qui est considérée comme sévère. Elle est annonciatrice d'une fracture du col du fémur. Fracture du col du fémur, 25% de mortalité à 1 an, pronostic effroyable à éviter. But du traitement, éviter l'histoire naturelle de la maladie de l'ostéoporose. Comment? En prescrivant un traitement anti-ostéoporotique, bien sûr. Biphosphonate en première intention, selon les recommandations de la HAS. On vous confirmait par ailleurs son ostéoporose avec les données densitométriques, mais selon les dernières recommandations, cela n'est même pas nécessaire. C'était juste pour éviter tout débat. Toute fracture sévère, notamment vertébrale, fémur, humérus, et une indication à d'emblée un traitement anti-ostéoporotique. Voilà. Les modalités, dans un grand verre d'eau, le matin, ne pas s'allonger, etc. Ça, vous devez y penser aussi. Ensuite, il y a bien sûr les biphosphonates, mais il y a le reste. On a dit faible taux de vitamine D et faible apport en calcium. Tout simplement, supplémentation en vitamine D, traitement d'attaque pour corriger la carence, puis un traitement d'entretien, 800 unités par jour environ, ou des ampoules de 100 000 unités tous les 2 à 3 mois. Et pour le calcium, s'assurer d'apport de environ 1,2 à 1,5 g par jour. Donc on peut proposer par exemple un complément alimentaire de 1 g de calcium par jour. Et vous avez fait le tour de la question avec ce petit trépied. Surtout pas de traitement non médicamenteux. Quel traitement médicamenteux? La question est très claire. N'agacez pas votre correcteur. Dernier point, certains se demanderont pourquoi pas d'autres traitements? Pourquoi seulement les biphosphonates? Petite explication, pas de tériparatide. Pourquoi? Une seule fracture vertébrale. Indication, 2 fractures vertébrales prévalentes, c'est-à-dire simultanées. Pas de ranélate de strontium, deuxième intention. Traitement avec des effets secondaires parfois graves, thrombose, Dress syndrome, toxidermie, à éviter. Deuxième intention seulement. Raloxifène, traitement de toute façon marginal de l'ostéoporose, vous pouvez oublier. Denosumab, très cher, deuxième intention, tout simplement. Voilà. Ensuite, question 7, nous y voilà. Citez les mesures non médicamenteuses qu'il convient aussi d'envisager au long cours dans le cas présent. Donc, une fois que vous en aviez terminé avec ce traitement de l'ostéoporose, il faut revenir à l'énoncé et revenir à une des premières choses qui a été dite. La patiente vit seule. Et après l'hospitalisation, il faudra se poser la question du retour à domicile. Et nous y voilà. Donc, allons-y. Le retour à domicile, mais aussi toutes les autres données. 3 questions avant, on évoque son problème ophtalmologique, mais personne ne l'a traité. On évoque sa dénutrition à la question 5, non traitée de même. Et donc, une prise en charge très globale. Traitement de la cataracte, adressé à l'ophtalmo pour une phacoémulsification automatique par ultrason et implant dans la chambre cristallinienne. Ensuite, renutrition, consultation diététique, alimentation, compléments alimentaires. Toujours, quand vous pensez renutrition, activité physique associée. Et enfin, on en vient à la question du retour à domicile lui-même, donc que vous pouvez séparer très facilement en aide humaine, aide technique, aide financière. Aide humaine, tout simplement la kinésithérapie. L'aide ménagère, l'infirmière à domicile. Les aides techniques, cela peut être le passage de l'ergothérapeute au domicile,
On a vu qu'il y avait des problèmes d'environnement responsables initialement de la chute. On peut aussi proposer une canne, des rehaussements pour les toilettes, s'assurer qu'il n'y a aucune surface glissante. Et enfin, au niveau financier, on peut proposer l'ALD devant cette ostéoporose qui est sévère et qui rentre donc dans les ALD hors liste. Et si, par exemple, suite à cette hospitalisation, la patiente se retrouvait en perte d'autonomie, pourquoi pas l'APA, mais ce n'était pas trop le sens du dossier ici. On enchaîne avec la question 8. 2 ans plus tard, la patiente est hospitalisée pour chute à répétition depuis plusieurs semaines. Elle est désorientée, présente des troubles neurologiques à type de difficulté à la station debout et aussi un déficit corporel hémicorporel droit. On réalise donc cette imagerie cérébrale. Tout de suite, une chose vous choque, c'est cette collection hypodense, arciforme, ou en croissant de lune si vous voulez, et qui exerce ici un effet évident de masse sur les sillons. Comparez les deux côtés. Ici, des sillons cérébraux d'aspect normaux, et ici, les sillons totalement effacés. On remarque que les ventricules sont refoulés, une légère déviation de la ligne médiane, et ici, un début d'engagement sous-falcoriel. La patiente présente donc ici une collection hypodense qui franchit les sutures et qui a un retentissement chronique. La conclusion et l'étiologie à évoquer est l'hématome sous-dural chronique, hémisphérique, vous voyez, puisqu'il prend quasiment tout l'hémisphère gauche ici. Et on voit sur cette imagerie qu'il est assez ancien. Pas de niveau de sédimentation, pas d'hyperdensité spontanée, pas de signe de saignement récent. J'ai parfois du mal à faire la différence entre hématome sous-dural aigu, hématome extradural et hématome sous-dural chronique. Peux-tu m'expliquer comment les distinguer ? Très bonne question. Nous avons ici un cas typique d'hématome sous-dural chronique. Comment se présenterait tout d'abord un hématome sous-dural aigu ? Ce serait à peu près la même chose, sauf que toute cette collection se présenterait de façon hyper dense, donc très lumineuse. Ici, vous voyez, c'est très sombre, très noir. Et avec cette même forme, en croissant de lune. Et bien sûr, le tableau neurologique, c'est très brutal. L'hématome sous-dural est de mauvais pronostic, encore plus péjoratif que l'hématome extradural. Venons-en maintenant à l'hématome extradural. Comment apparaît-il ? Il apparaît tout simplement ici comme une lentille de cette façon qui respecte les sutures et qui décolle les sinus duraux. Puisque vous savez, les sinus sont duraux, l'hématome étant extradural, il décolle les sinus duraux.